Méfiez-vous de ce qu'on vous fait signer. C'est ce qu'une infirmière m'a chuchoté dans le couloir de l'hôpital alors que mon mari était entre la vie et la mort. Elle avait raison. Mon propre fils et un médecin essayaient d'effacer une page cruciale du dossier médical. Jean était debout près de l'évier, sa tasse à la main, quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas spectaculaire, aucun grand geste dramatique, aucun cri, juste sa main qui s'est agrippée au plan de travail un peu trop fort, comme si le parquet s'était mis à tanguer. Ça va ai-je demandé, déjà le cœur serré. Il a essayé de sourire, ce petit sourire tranquille qui m'avait toujours rassurée. Je suis juste un peu bizarre, Claire, comme si ma tête était plus lourde que d'habitude. Ça passera. Mais sa voix n'avait pas sa couleur habituelle, elle tremblait, et son teint, d'habitude rosé, avait pris cette pâleur jaune-gris que je connaissais trop bien, celle des gens qu'on voit dans les couloirs des urgences. Puis il y a eu le bruit, un bruit sourd, étouffé, à peine un choc, quand il a lâché sa tasse. Elle ne s'est même pas brisée, elle a roulé sur le carrelage. C'est lui qui m'a fait peur. Pas la tasse, lui. Son corps qui a vacillé légèrement, ses yeux qui se sont voilés un instant. Jean, on va à l'hôpital tout de suite. Il aurait dû protester, pester contre les médecins qui dramatisent tout, faire une blague sur l'usine à maladies qu'est l'hôpital public, mais il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, lentement. Et c'est là que la peur s'est installée, vraiment. Quand un homme comme Jean ne discute plus, c'est que quelque chose a déjà commencé à se briser. Je l'ai aidé à enfiler son manteau. J'ai attrapé notre dossier médical rangé dans le buffet, celui avec ses analyses, ses ordonnances, surtout cette feuille qu'on ressort à chaque rendez-vous, son allergie grave à un médicament bien précis, surligné au stabilo jaune. Dans l'ascenseur, il s'est appuyé au mur, les yeux fermés. J'entendais mon propre souffle résonner contre les parois métalliques. J'avais l'impression que tout l'immeuble retenait sa respiration avec nous. Dehors, le boulevard était encore mouillé de la pluie de la nuit. Les voitures filaient, les bus soufflaient, les trottinettes slalomaient. La vie continuait, indifférente, comme toujours. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine n'a duré qu'un quart d'heure, mais il m'a paru interminable. Je jetais des coups d'œil à Jean à chaque feu rouge. Il regardait le vide, les doigts crispés sur sa ceinture. Quand je me garais, il a mis un temps fou à détacher la boucle, comme si sa main ne répondait plus tout à fait. Devant les urgences, 2 brancardiers sont sortis presque aussitôt, comme s'ils nous attendaient. « C'est monsieur ?» a demandé l'un d'eux. Oui, il a eu des vertiges soudains, il est très pâle et... On va s'occuper de lui, madame. Prenez simplement sa carte vitale et son dossier, s'il vous plaît. Je reste avec lui, hein, ai-je insisté en suivant le brancard. Le couloir des urgences avalait les gens avec une indifférence glaciale. Odeur de désinfectant, de café recuit, de sueur inquiète. Les annonces au micro, les bips des moniteurs, le roulement des brancards sur le sol lisse. Rien de tout cela ne m'était étranger. Je ne sais même plus combien de fois j'avais accompagné ma mère ici avant qu'elle ne parte. Mais cette fois, c'était mon mari. Une infirmière a pris son pouce, sa tension, son nom. Puis un médecin, en blouse blanche, la quarantaine, lunettes fines, s'est approché. « Docteur Morel, urgentiste, bonjour. » Il a survolé le dossier du regard, a posé quelques questions à Jean, a regardé les constantes sur le moniteur. « On va le garder en observation, madame. »« Claire Dubois. » « Très bien, madame Dubois. Votre mari va passer un scanner et quelques examens complémentaires. Il vaut mieux le garder cette nuit. »« Mais qu'est-ce qu'il a ?» Il a esquissé ce sourire professionnel que j'ai appris à détester. Poli, rassurant, vide. Rien d'affolant pour le moment, nous préférons être prudents. Puis un geste rapide, presque machinal, il a attrapé un épais dossier cartonné posé sur un chariot à côté, a glissé des feuilles à l'intérieur, a écrit quelques lignes et a tendu le tout à une infirmière. « Mettez ça dans le bureau administratif, s'il vous plaît. » Elle a hoché la tête et s'est éclipsée au fond du couloir. J'ai suivi des yeux le dossier disparaître derrière une porte grise, surmontée d'un petit écriteau, accès réservé, personnel uniquement. Quelque chose en moi s'est raidi. Je ne suis pas médecin, je ne comprends pas toutes les subtilités des procédures hospitalières, mais je connais la façon dont un geste peut être normal ou trop calculé. Et ce dossier-là glissait si vite à l'écart, m'a laissé avec un goût de métal dans la bouche. « Je peux rester avec lui ?» ai-je demandé. « Pour l'instant, non, » a répondu le docteur Morel. « Il doit passer en salle d'examen. Allez vous asseoir dans la salle d'attente, on reviendra vers vous. » Les portes battantes se sont refermées sur Jean. Ma dernière image de lui, à cet instant, fut sa main qui se levait faiblement, comme pour me dire qu'il était encore là. Je me suis retrouvée dans la salle d'attente des urgences, serrée entre un père avec un enfant fiévreux et une vieille dame qui regardait le mur comme on regarde une télé éteinte. Les minutes se sont mises à goutter comme de l'eau d'un robinet mal fermé. Trop lente, trop bruyante dans ma tête. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la première infirmière ne vienne me chercher. « Madame Dubois, votre fils vient d'arriver. » Mon fils.
Tout ce que j'avais réussi à garder tant bien que mal à distance s'est retourné contre moi d'un coup. Thomas, mon grand garçon qui ne m'appelait plus que par obligation entre deux mails, entre deux réunions, qui trouvait toujours un prétexte pour écourter nos dimanches. Il est apparu dans le couloir, essoufflé, son manteau d'ingénieur trop cher encore entrouvert, le téléphone à la main. Maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai serré dans mes bras, par réflexe. Il s'est laissé faire quelques secondes, puis s'est détaché avec cette gêne adulte qui m'a fait mal bien plus que je ne l'avouerai jamais. Derrière lui, évidemment, il y avait Camille, son épouse. Chignon parfait, sac de marque, air aimablement crispé, comme d'habitude. Elle m'a embrassé en l'air, de ce baiser qui ne touche ni la peau ni le cœur. Alors, a-t-elle lancé d'une voix trop sonore pour le couloir, qu'est-ce qu'ils disent? Rien de précis pour l'instant, ai-je répondu. Scanner, observation, examen. C'est normal, maman, a ajouté Thomas, déjà dans son rôle d'adulte raisonnable. Il a 72 ans, c'est... Il a cherché un mot. Je l'ai devancé. C'est le risque, oui, je sais. Mais ce n'était pas ça qui me dérangeait, c'était les regards, les demi-mots, le dossier disparu derrière la porte grise. Un peu plus tard, une secrétaire est venue me chercher. « Madame Dubois, vous pouvez venir pour les papiers d'admission. » Bien sûr, les papiers. Elle nous a conduits dans un petit bureau vitré au rez-de-chaussée. Une pièce comme toutes les autres, avec ses chaises en plastique, son bureau encombré, ses affiches sur la carte vitale et les droits des patients. Elle m'a tendu une liasse de documents. « C'est pour l'hospitalisation de votre mari. Rien de particulier, juste les autorisations nécessaires. » Les pages s'étalaient devant moi pleines de termes que je connaissais et d'autres que je goûtais à peine. Consentement éclairé, protocole thérapeutique, limitation de responsabilité, délégation de décision. J'ai senti mes tempes battre plus fort. « Je vais les lire », ai-je dit en prenant un stylo. « On n'a pas beaucoup de temps », a glissé la secrétaire avec un sourire désolé. « Le service a besoin des formulaires signés pour finaliser la prise en charge. » Camille s'est rapprochée, s'est penchée par-dessus mon épaule. « Tu sais, Claire, tout ça, c'est standard. On signe ça tout le temps pour les enfants, pour les opérations, pour tout. Il faut faire confiance. C'est un hôpital public, ce n'est pas une clinique privée qui cherche à se remplir les poches. » Je n'ai pas répondu. J'ai continué à parcourir les lignes une à une. Puis, une phrase a accroché mon regard. En cas d'incapacité durable du patient à exprimer sa volonté, la décision thérapeutique pourra être prise par la personne de confiance désignée, à défaut par les membres de la famille les plus proches. Je connaissais ce principe, bien sûr, mais je savais aussi que Jean n'avait jamais désigné de personne de confiance autre que moi. Nous en avions parlé des dizaines de fois. « Où est le formulaire de personne de confiance ?» ai-je demandé. La secrétaire a sursauté légèrement. « Eh bien, normalement, il a été rempli à l'admission ou lors d'une consultation précédente. »« Il ne l'a rempli avec personne d'autre que moi, » ai-je répliqué. Elle a feuilleté quelques dossiers électroniques sur son écran, puis a froncé les sourcils. « Il y a bien quelque chose, mais... » Elle s'est interrompue, a changé de fenêtre, a cliqué encore. Son visage a pris la même teinte que les néons au plafond. « Il y a un document enregistré il y a 3 jours, a-t-elle fini par dire. Personne de confiance, Thomas Dubois. Je me suis tournée vers mon fils. Thomas? Il a rougi puis a redressé le menton. Papa m'en a parlé, maman. Il voulait éviter de te surcharger. Il disait que face à des décisions lourdes, ce serait trop dur pour toi. Il m'a demandé de prendre le relais. Une phrase en apparence banale, mais derrière, un goût de trahison. Il ne m'en a jamais parlé, ai-je murmuré. Camille est intervenue, douce et pratique à la fois. Claire, tu sais bien que Jean déteste te voir souffrir. Il voulait te protéger, c'est tout. Et puis Thomas est ingénieur. Il comprend mieux les termes techniques, ce genre de choses. Je l'ai regardé, incapable d'ignorer la lueur, trop vive dans ses yeux. Pas seulement de l'inquiétude, quelque chose d'autre, de l'impatience. Je ne signe rien sans voir le dossier médical, ai-je répliqué. La secrétaire a ouvert la bouche puis l'a refermée. Le dossier complet, vous voulez dire? Oui, les examens, les prescriptions, les comptes rendus, tout. Il est en cours de mise à jour par le service, madame. Vous pouvez y avoir accès, bien sûr, mais pas tout de suite. Alors, les papiers attendront aussi. Elle a blêmi, mais sans les papiers, on ne peut pas. Ils le soignent déjà, ai-je coupé. Ils ne vont pas le laisser mourir en salle d'attente parce que je n'ai pas signé une case. Un silence tendu a suivi. Thomas s'est passé une main sur le visage. « Maman, ne complique pas tout, je t'en prie. »
Je complique, ai-je répété, ou j'empêche seulement quelque chose qui m'échappe complètement? Je n'ai pas crié. La colère chez moi ne monte plus en hurlement depuis longtemps. Elle descend. Elle se fait grave, froide, précise. Et cette voix-là, même Thomas n'y était pas habitué. On en reparlera, ai-je dit finalement en repoussant le stylo, quand j'aurai vu ce qu'il refuse de me montrer. Je suis sortie du bureau avec la sensation très nette qu'un piège venait de se refermer à moitié. Juste assez pour me faire comprendre qu'il existait, pas assez pour m'enfermer complètement. Dans le couloir, une infirmière passait avec un plateau. Je l'avais déjà vue. Petite, brune, des yeux clairs qui semblait toujours sur le point de dire quelque chose qu'on lui interdisait. Elle a ralenti en me croisant, puis, sans me regarder, elle a soufflé presque inaudiblement « Méfiez-vous de ce qu'on vous fait signer ». Je me suis retournée, mais elle continuait d'avancer, le plateau bien droit, le visage fermé, comme si de rien n'était. Mon cœur a raté un battement. Cette phrase, comme un écho à ma propre suspicion, m'a figée sur place. Méfiez-vous de ce qu'on vous fait signer. Je ne savais pas encore à quel point son avertissement allait me sauver. Je savais seulement à cet instant précis que quelque chose là-dedans sentait le faux jusque dans les murs. Et c'est à peu près au même moment que j'ai remarqué, par terre, coincé près de la plinthe du couloir, un petit bout de papier jaune déchiré. Un morceau de post-it. Je l'ai ramassé sans trop y réfléchir. Il n'y avait qu'un seul mot lisible, écrit en majuscules tremblées, page. La suite manquait, mais déjà, quelque chose en moi a compris qu'un jour très bientôt, cette page-là me entrait, et qu'ils avaient commis une erreur en la laissant tomber sur mon chemin. Astérisque. Je ne sais plus combien d'heures nous avons passé dans cet hôpital ce premier jour à tourner en rond entre la salle d'attente, le couloir et la machine à café. Le temps se pliait, se tordait, se distendait. J'avais l'impression de vivre sous cloche. Thomas, lui, passait des coups de fil à voix basse dans un coin, son ordinateur portable ouvert sur les genoux. Camille faisait semblant de lire des articles sur son téléphone, mais ses yeux glissaient régulièrement vers le bureau administratif, vers la porte grise, vers les secrétaires. De temps en temps, j'osais m'approcher d'un soignant, poser une question, insister pour avoir des nouvelles. « Il est stable, madame. On continue les examens. Il est dans le service de médecine interne. Vous pourrez le voir bientôt. » Toujours ces phrases lisses, comme plastifiées. Le soir tombait sur Paris quand enfin une infirmière m'a autorisé à entrer dans la chambre. Jean était là, branché à une perfusion, un petit moniteur bipant à son chevet. Son visage était détendu, trop détendu. Les paupières lourdes. « Il dort ?» ai-je demandé. « Il est un peu sédaté » a répondu l'infirmière. « Il était agité tout à l'heure, c'est mieux pour lui de se reposer. » Le mot « sédaté » a planté une écharde dans mon esprit. Avec quoi ? Elle a consulté rapidement le pansement de perfusion, les prescriptions, elle a cité quelques noms de médicaments que je connaissais vaguement. Puis un autre, celui-là je le connaissais très bien. « Non » ai-je lâché, « pas ça !» Elle a relevé la tête. « Votre mari a une allergie sévère à ce médicament. C'est sur toutes ses ordonnances, dans notre propre dossier à la maison. Je peux vous le montrer. » Elle a froncé les sourcils, est allée chercher une tablette, a tapoté quelques secondes. « Ce n'est pas noté dans son dossier ici », a-t-elle fini par dire, perplexe. « Alors, quelqu'un l'a effacé », ai-je répliqué. Une phrase lourde qui a laissé un silence collant derrière elle. L'infirmière m'a fixée, soudain très sérieuse. « Madame Dubois, je ne peux pas vous dire plus que ce que je vois, mais je vous conseille de demander à voir le médecin référent. » Et elle a hésité, puis a ajouté dans un souffle « Si vous avez vraiment un dossier papier à la maison, gardez-le précieusement, ça pourrait vous servir. » Quand je suis ressortie de la chambre, le couloir semblait encore plus étroit. Les murs plus proches, les plafonds plus bas. Je suis retournée vers le bureau administratif. La porte grise était toujours close, mais cette fois-là, je me suis approchée plus près. Assez pour entendre des voix derrière. « Le dossier, tu l'as mis où ?» ?»« Dans le classeur B, comme d'habitude. Il faut enlever la mention d'allergie, sinon jamais ils ne nous laisseront valider le protocole. Et la page ? » La conversation s'est tue. Un bruit de chaise, un grincement de tiroir. Je me suis reculée à temps pour ne pas être vue lorsque la porte s'est entr'ouverte. Le docteur Morel en est sorti, l'expression crispée. Il m'a croisée. Nos regards se sont accrochés. Je l'ai tenu, le sien, avec tout le poids de ma suspicion. Il a détourné les yeux le premier. Je n'avais toujours pas de preuves, mais j'avais déjà la certitude. Il ne manquerait plus qu'une chose, le reste du post-it
Et la fameuse page, la page qu'ils avaient peur que je voie, la page qu'une infirmière anonyme avait essayé de me désigner au nez et à la barbe de tout l'hôpital, la page qui, je le sentais déjà, allait coûter cher à beaucoup de monde, et peut-être à mon propre fils. Astérisque. Le lendemain matin, je suis revenue à l'hôpital avant même que la boulangerie du coin n'ait eu le temps de sortir son deuxième fourné de croissants. Je n'avais presque pas dormi, à peine quelques heures de somnolence agitée, hachée de sursauts, d'images de gens branchés à ces machines, de dossiers qu'on ficelait dans mon dos. Je m'attendais presque à trouver Thomas déjà là, téléphone vissé à l'oreille, prêt à superviser la situation. Mais il n'est arrivé que plus tard, vers 10 heures, en compagnie de Camille, très maquillée et très consciente de l'être. Quand il m'a vue dans le hall, Thomas a poussé un soupir. « Maman, il faut qu'on parle. » Je l'ai regardé longuement, puis j'ai hoché la tête. « Très bien, parlons. » Nous sommes allés nous asseoir dans une petite salle de réunion que l'on prêtait aux familles. Une table, quelques chaises, un distributeur d'eau, des posters sur la prévention des AVC au mur. Une pièce conçue pour faire semblant de rassurer les gens pendant qu'on leur arrache le sol sous les pieds. Thomas a posé son téléphone devant lui, écran vers le bas. C'était, chez lui, un signe de gravité. Camille a croisé les bras, son sac posé bien en évidence sur la table, comme une armure en cuir et métal doré. « Maman, tu es en train de tout compliquer », a commencé Thomas. « Tu l'as déjà dit hier », ai-je répondu calmement. « Cette fois, explique-moi pourquoi. » Il a inspiré profondément, comme s'il s'apprêtait à m'annoncer une décision déjà prise. « Papa m'a parlé il y a quelques mois de son état de santé, de choses qu'il ne t'a pas dites pour ne pas t'inquiéter. » Lesquelles ? Des malaises, des pertes d'équilibre, des oublis. Il avait peur d'un AVC, de la dépendance. Il m'a dit clairement qu'il ne voulait pas finir branché à des machines, que si un jour sa situation se dégradait vraiment, il voulait qu'on évite l'acharnement thérapeutique. Je l'écoutais. Les mots étaient plausibles. Jean m'avait souvent parlé de sa peur de « finir en légumes », comme il disait. Mais quelque chose sonnait faux dans la manière dont Thomas les présentait, trop préparé, trop aligné sur un objectif précis. Et donc, ai-je demandé ? Et donc, il a voulu prendre ses dispositions. On a vu un conseiller, on a parlé de la maison, des comptes, de la succession. Il voulait m'investir plus pour vous protéger, et toi aussi. En me mentant, il a serré les mâchoires. Ce n'était pas un mensonge, c'était une omission pour te préserver. Camille a posé la main sur son bras, l'air très compatissant. Thomas essaye juste d'assumer ce que ton mari lui a demandé, Claire. Ce n'est pas facile pour lui non plus. Et cette demande, ai-je insisté, incluait-elle le fait de retirer la mention de son allergie de son dossier médical ? Thomas a pâli. Camille a tressailli. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a murmuré mon fils. On lui a administré un médicament hier alors que tout son dossier papier indique qu'il y est gravement allergique. Ici, à l'hôpital, cette allergie a mystérieusement disparu. Une infirmière m'a conseillé de garder bien mon dossier maison. Je me demande pourquoi. Et toi ? Il s'est passé une main sur la nuque, signe chez lui d'un mensonge en cours ou d'une vérité qu'il ne voulait pas assumer. « Maman, je ne suis pas médecin, je n'ai rien à voir avec les prescriptions. Mais tu as quelque chose à voir avec les décisions, non ? Puisque tu es sa personne de confiance désormais. » Camille est intervenue un brin trop vite. « C'est la loi, Claire, il faut bien quelqu'un, et toi tu es très émotionnelle. On s'est dit que ce serait plus simple que Thomas. » Je l'interrompus d'un regard. La colère ne montait plus, elle se déposait en couches successives, froides, comme de la neige qui finit par bloquer une route. Une route que nous empruntions pourtant tous les trois depuis des années. « Je vois », ai-je dit. J'ai pris mon sac, me suis levée. « Où vas-tu » a demandé Thomas, pris de court. « Chercher la vérité là où vous ne voulez pas que je la lise. » Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai refermée doucement. Ça fait plus de bruit, parfois, le silence. Dans le couloir, j'ai revu la petite infirmière aux yeux clairs. Elle sortait de derrière la fameuse porte grise. Cette fois-ci, elle s'est immobilisée quand elle m'a vue, comme un animal pris dans la lumière d'une voiture. Je me suis approchée. « Vous vouliez me prévenir de quelque chose hier ?» ai-je soufflé. Elle a jeté un coup d'œil vers la caméra au plafond, vers la porte, vers le bureau derrière elle. « Je ne peux pas parler ici » a-t-elle murmuré. « Pas longtemps, pas comme ça. » « Mais vous m'avez déjà dit de faire attention à ce qu'on me faisait signer, et vous avez laissé tomber ceci. » Je lui ai montré le morceau de post-it avec son page esselé.
Son visage a changé. Une inquiétude profonde, presque douloureuse, s'est reflétée dans ses yeux. « Venez », a-t-elle dit subitement. Elle m'a entraînée dans un petit local de stockage, coincé entre deux services, saturé d'odeurs de produits d'entretien et de vieux cartons. Elle a fermé la porte, baissé le néon et s'est tournée vers moi. « On n'a pas longtemps », a-t-elle soufflé. « S'il me voit avec vous, je suis morte. » Qui, il ? La direction, certains médecins, ceux qui savent. Elle se tordait les mains nerveusement, mais dans son regard, il y avait une détermination qui me rappelait la mienne, plus jeune. Ils font quoi exactement ? Elle a dégluti. Votre mari a reçu un médicament qu'il ne devait pas recevoir. Ce n'est pas une erreur d'interne crevé de fatigue, c'est un choix, validé, assumé. Des frissons ont remonté le long de ma nuque. Mais pourquoi ? Parce que sur le papier, ça permet de justifier une aggravation de son état comme une complication possible. Et derrière, certains dossiers s'enchaînent très bien avec des complications graves. Assurance décès, dépendance, succession accélérée. Vous êtes en train de me dire qu'on a tenté de... Je n'ai pas réussi à finir ma phrase. Elle a hoché la tête presque imperceptiblement. Je ne peux pas l'affirmer noir sur blanc, mais si vous pouviez voir le nombre de fois où des patients âgés avec des patrimoines intéressants passent par ici et se retrouvent d'un coup très mal, sans cause claire, vous commenceriez à faire des liens. Je lui ai montré le passe-it. Et page ? Page 7, a-t-elle murmuré. C'est là que les vrais incidents sont censés être consignés, dans le dossier original, pas celui qu'on imprime pour faire joli, le vrai, cartonné, celui que vous ne verrez jamais officiellement. Et qui l'a ? Le bureau administratif, derrière la porte grise, sous clé, sauf quand quelqu'un, par imprudence, le laisse traîner sur un bureau. Elle a levé les yeux vers moi, ce qui a failli arriver hier. Je sentais mon cœur battre jusque dans mes doigts. Et mon fils là-dedans ? Elle a baissé les yeux. C'est plus compliqué. Il a rencontré le docteur Morel avant que votre mari ne soit admis. Ils ont évoqué un mandat de protection future et une possible tutelle en cas de dégradation de l'état de votre mari. Je n'ai pas tout entendu, mais je les ai vus signer des documents. Les mots tutelle et mandat de protection m'ont transpercé. Je les connaissais de loin, comme on connaît des pays sur une carte, sans imaginer y être un jour déporté. Et vous, pourquoi vous me dites tout ça ? Elle a haussé les épaules avec une sorte de désespoir dignement contenu. Parce que je n'en peux plus de dormir en me disant que je participe à un système qui broie les gens. Parce que votre mari a dit merci quand je lui ai remonté son drap et que ça fait longtemps que personne ne m'avait dit merci ici. Parce que vous me rappelez ma mère, qui se serait fait marcher dessus par des gens comme eux sans même s'en rendre compte. Elle a glissé la main dans la poche de sa blouse, en a sorti un autre post-it, cette fois entier, pliant en deux. Tenez, c'est un nom. Quand vous aurez la preuve, appelez-le. Il connaît bien cet hôpital, peut-être trop bien. Je l'ai pris, j'ai senti le papier collant contre ma peau. Sur le petit carré jaune, écrit en lettres rapides, il y avait un nom et un numéro de portable. Maître Adler, avocat. Elle s'est crispée soudain. Sortez par la porte du fond, ne dites jamais que vous tenez ça de moi. Je l'ai remerciée d'un regard. Aucun mot n'aurait été assez grand pour ce qu'elle venait de risquer. Quand je suis revenue dans le couloir principal, l'air m'a semblé plus froid, plus dense, plus hostile. Mais je n'étais plus la même femme que celle qui était entrée une demi-heure plus tôt dans ce local sordide. Je n'étais plus une épouse perdue dans un labyrinthe administratif. J'avais une direction, un nom, une page, la numéro 7, et je savais où aller la chercher. Astérisque, la suite tient autant du film noir que du cauchemar éveillé. Je me suis arrangée pour rôder dans le secteur du bureau administratif, feignant le hasard, la distraction, l'anxiété d'une épouse qui marche simplement trop. J'ai demandé un café, j'ai regardé des brochures sur les droits des patients, j'ai serré mon sac contre moi. La porte grise s'ouvrait, se fermait, avalant et recrachant des secrétaires aux airs pressés, des médecins qui déposaient ou récupéraient des dossiers. À un moment, l'un d'eux, un type que je n'avais jamais vu, en blouse mais sans badge apparent, est sorti en pestant, son téléphone collé à l'oreille. Il a laissé la porte se refermer derrière lui sans vérifier qu'elle avait claqué. Elle est restée légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai aperçu un angle de bureau chargé de piles de dossiers cartonnés et surtout une lumière jaune, douce, de lampe de bureau. Un cocon de papier au milieu du métal. Mon cœur s'est emballé. Je me suis approchée d'un pas que j'essayais de rendre naturel, mais qui devait trahir ma tension à des kilomètres. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le couloir était presque désert. Une aide-soignante poussait un chariot à l'autre bout, concentré sur ses bacs.
J'ai glissé ma main sur la poignée, doucement, très doucement, et je suis entrée. L'odeur de papier, d'encre, de poussière et de café froid m'a enveloppée. Un ordinateur en veille, des tiroirs ouverts, un broyeur à papier encore tiède, des post-it collés un peu partout, des tampons, des stylos. Et sur le bureau devant moi, comme posé là dans un mauvais roman policier, un dossier cartonné bleu clair avec une étiquette blanche où je lisais, en lettres capitales noires, Dubois Jean. Je n'ai même pas hésité. Je me suis assise sur la chaise, j'ai tiré le dossier vers moi, mes mains tremblaient mais je les ai plaquées contre le carton pour les calmer. J'ai ouvert. Sur la première page, des informations classiques. État civil, numéro de sécurité sociale, antécédents médicaux. Je les connaissais par cœur. Sur celle-ci, pourtant, un détail m'a frappé. La case allergie était vide. Rien, aucune mention, pas ce mot, écrit en lettres capitales sur toutes ses ordonnances, le nom de ce médicament qu'il avait déjà conduit une fois aux urgences des années auparavant. Je savais qu'il devrait être là, qu'il avait été inscrit au début, qu'on l'avait répété à chaque médecin rencontré. On l'avait effacé ici. J'ai tourné la page, puis une autre. Analyse, constante, observation, puis un feuillet avec, en bas, une signature censée être la mienne. C'était mon nom, oui, mais pas mon écriture. Une imitation grossière faite à la va-vite. Pour qui ne me connaissait pas vraiment, ça passait. Pour moi, c'était comme voir un masque mal fixé sur un visage familier. Au-dessus, il était écrit « Consentement à la mise en place du protocole thérapeutique incluant sédation prolongée. Signataire, conjoint ». Je sentais mes tempes battre si fort que j'entendais mon propre sang dans mes oreilles. Quelqu'un avait signé à ma place pour autoriser qu'on plonge mon mari dans une sorte de sommeil organisé, pour son bien, évidemment. J'ai tourné encore, page 3, 4, 5, 6, puis 7. Et là, j'ai compris pourquoi certains voulaient absolument que cette page n'existe plus. En haut, en lettres d'imprimante, bien sages, je lisais « Compte-rendu d'incident, confidentiel, usage interne uniquement ». En dessous, administration de l'orazémide 12 mg, non conforme aux recommandations en raison d'une allergie grave préexistante documentée dans les dossiers antérieurs 2011-2014. Réaction systémique sévère, arrêt cardiaque évité de peu, mise sous surveillance renforcée, ouverture d'une enquête disciplinaire en interne. Plus bas, quelqu'un avait tenté de masquer une signature avec un trait de marqueur noir mal appliqué. Mais en inclinant la feuille vers la lumière, on devinait encore les lettres initiales. Monsieur pour Morel. Et un autre parafeu juste à côté, TD Thomas Dubois, mon fils. Sous ce bloc central, écrit à la main d'une écriture nerveuse, avait été ajouté « À ne pas communiquer à l'épouse. Dossier à intégrer dans la version reformulée, voire direction ». Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, le regard figé sur ces lignes qui semblaient brûler la page. Mes mains se sont mises à trembler si fort que le papier a frissonné. Une part de moi refusait de croire ce que je voyais. Jean, empoisonné, avec un médicament à risque connu. Un médecin qui signe. Et, à côté, les initiales de mon fils. Je me suis revue des années plus tôt, lui mettant un pansement sur le genou après qu'il était tombé du toboggan. Il pleurait à chaudes larmes, persuadé que le sang allait tout sortir. Je lui avais dit « Tant que je suis là, personne ne te fait de mal ». Et aujourd'hui, c'était lui qui. Une larme a glissé sur ma joue, s'est écrasée sur la marge de la page 7. Je l'ai essuyée d'un revers de main furieux. On a frappé à la porte. Une fois, 2 fois. Puis la poignée a tourné. Mon corps a réagi avant ma tête. J'ai refermé le dossier d'un geste, l'ai serré contre ma poitrine, me suis levée et ai bondi vers un petit réduit au fond du bureau, une sorte de pièce aveugle où s'entassaient des cartons d'archives et des fournitures. J'ai tiré la porte derrière moi, tout juste au moment où l'autre s'ouvrait. À travers la fente, j'ai vu le profil du docteur Morel. Mais bon sang, où est ce fichu dossier ? L'ai-je entendu maugréer. Il a fouillé, ouvert des tiroirs, remué des piles de papier. À un moment, il s'est approché si près de la porte derrière laquelle je me cachais que j'aurais pu toucher la manche de sa blouse. Je retenais ma respiration, le cœur battant à un rythme si violent que j'avais l'impression qu'il faisait vibrer les murs. Si j'avais éternué à ce moment-là, j'aurais fini en service psychiatrique, sans passer par la case départ. « Vous cherchez quelque chose ?» a demandé une voix dans le couloir. Celle de l'administratrice, la femme sèche qui dirigeait le bureau comme on dirige une compagnie de théâtre sans humour.
Le dossier Dubois, a répondu Morel. Je l'avais mis là, il a disparu. Vous l'avez sans doute laissé dans votre bureau, a-t-elle rétorqué. Allez vérifier. Il était ici, a-t-il insisté. C'est important, il y a des pages qui ne doivent pas circuler. Justement, a-t-elle lâché froidement, plus vite vous les détruirez, mieux ce sera pour tout le monde. Je me suis agrippée à une caisse de ramettes de papier pour ne pas chanceler. Destruction, page 7. Tout s'emboîtait trop bien, trop vite. Je vais regarder de mon côté, a conclu la femme. Mais éteignez la lumière en sortant, on a assez de soucis comme ça. La porte du bureau s'est refermée, les pas se sont éloignés, le silence est retombé. Je suis restée encore quelques secondes dans le réduit, à respirer comme quelqu'un qui revient d'apnée. Puis j'ai entrouvert la porte, vérifié que le bureau était vide et suis sortie, le dossier toujours serré sous mon manteau. Cette fois, en quittant la pièce, j'ai pris soin de faire exactement ce qu'il redoutait. J'ai emporté avec moi la preuve de ce qu'il mentait. Page 7, le petit cercueil en papier de leur mensonge. Je n'allais pas le remettre en rayon, je n'allais pas non plus le brûler, je savais à qui le montrer désormais. À cet avocat, dont le nom collait au bout de mon post-it comme une promesse, Maître Adler. Et s'il tenait ne serait-ce que la moitié de la réputation que la petite infirmière lui attribuait, il saurait quoi en faire. Il saurait quoi faire d'un médecin qui falsifie un dossier, d'une direction qui couvre, d'un fils qui laisse son père être détruit pour alléger ses dettes, et d'une épouse qu'on avait cru pouvoir balayer d'un simple trait de stylo imité. Astérisque. Je suis sortie de l'hôpital pour l'appeler. Le ciel de Paris était passé du gris au plomb, menaçant de pluie. Le parvis devant l'entrée principale était jonché de mégots, de feuilles mortes collées au sol. Les ambulances entraient et sortaient comme si de rien n'était. J'ai composé le numéro d'une main tremblante. Adler, a répondu une voix grave au bout de la 3e sonnerie. Sans bonjour, sans fioriture. Maître, c'est Claire Dubois. On m'a donné votre numéro. Mon mari est hospitalisé à Saint-Antoine. On lui a administré un médicament auquel il est gravement allergique. Et on a tenté de cacher l'incident. Silence. Puis, qui vous a donné mon numéro? Une infirmière. Je ne peux pas vous dire son nom. Elle risque déjà assez. Un autre silence, plus lourd, a suivi. Et pourquoi pense-t-elle qu'il faut m'appeler moi? Parce que j'ai entre les mains un dossier qu'on voulait détruire, avec un compte-rendu d'incident et une mention manuscrite qui dit, noir sur blanc, à ne pas communiquer à l'épouse. Un léger froissement de tissu à l'autre bout du fil m'a fait imaginer l'homme se redresser. « Vous avez ce document sur vous, Madame Dubois ?»« Oui. » « Ne le laissez pas, ne le confiez à personne, ne le posez même pas sur une table, gardez-le contre votre corps. Je peux être là dans 20 minutes. Vous êtes où exactement ? Devant l'entrée principale, à côté du distributeur de boissons. Très bien, je vous rejoins là. Et en attendant, ne signez rien. Même pas une attestation de parking. Rien. Compris ? Compris. Il a raccroché. Je suis restée plantée là, serrant le dossier sous mon manteau, comme s'il s'agissait d'un bébé qu'on aurait essayé de m'arracher. J'observais les gens entrer, sortir, fumer, pleurer, rire parfois. Certains sortaient avec des bouquets fanés, d'autres avec des sacs remplis de vêtements qu'ils ramèneraient chez eux sans la personne pour qui ils avaient été emballés. 20 minutes, dans ce genre de situation, ce n'est rien, et c'est l'éternité en même temps. Quand enfin une berline sombre s'est arrêtée près du passage piéton, j'ai su instinctivement que c'était lui. Un homme grand, la soixantaine, manteau de laine sombre, écharpe gris clair, mallette en cuir patiné et descendu. Il a balayé le parvis du regard jusqu'à m'apercevoir. Il n'a pas souri. « Madame Dubois ? » Oui, je suis Maître Adler. Sa poignée de main était ferme, sèche, sans chaleur inutile, mais il y avait dans son regard une attention presque brutale, celle de quelqu'un qui regarde avant de juger. « Vous avez le dossier ?» J'ai hoché la tête, lui ai tendu le carton. Il l'a ouvert à moitié, a trouvé la page 7, l'a lu d'un seul bloc. Son visage, habitué à la neutralité des audiences, a pourtant tiqué au moment où il a vu la mention manuscrite. « À ne pas communiquer à l'épouse », a-t-il répété. Charmant. Puis plus bas, et ses initiales, Morel, et TD, ce sont bien celles de votre fils. J'ai senti mon ventre se contracter. Oui. Il a refermé le dossier calmement, mais je voyais la colère typique des gens qui ont prêté serment d'avocat. Une colère froide, méthodique. Écoutez-moi bien, Madame Dubois. Ce que vous avez là est une bombe. Ils le savent. D'ici ce soir, si nous ne faisons rien, ils auront une version corrigée du dossier, un récit tout à fait acceptable pour expliquer l'état de votre mari, et vous passerez pour une femme hystérique qui refuse les soins. Alors on fait quoi ? On verrouille.
Tout de suite, je vais déposer une copie certifiée de cette page au commissariat le plus proche avec une main courante pour empêcher toute disparition miraculeuse. Ensuite, nous allons exiger, officiellement et par écrit, l'accès complet au dossier et la suspension immédiate de tout protocole de sédation qui n'aurait pas votre accord. Il a marqué une pause. Et en parallèle, nous allons nous occuper du cas de votre fils et du docteur Morel. Mon cœur s'est serré à ces mots. Vous allez porter plainte contre Thomas ? Je vais porter plainte contre tous ceux qui auront contribué à mettre en danger la vie de votre mari. Les juges feront le tri. Mais oui, votre fils risque d'être concerné. S'il a autorisé ou validé l'administration d'un médicament en toute connaissance de l'allergie, même par négligence, il est dans la chaîne de responsabilité. Je me suis sentie vaciller. « C'est mon enfant », ai-je murmuré. « C'est aussi l'enfant de votre mari », a-t-il répondu sans dureté, mais sans détour. Et là, c'est la vie de votre mari qui a failli basculer. Vous ne pouvez pas protéger l'un au prix de l'autre. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai revu Jean ce matin-là, appuyé au plan de travail, sa tasse qui roule sur le carrelage, ses yeux qui cherchent les miens sans les trouver. J'ai revu Thomas, petit garçon de 5 ans, qui me tendait un dessin en disant « C'est nous trois, comme ça on est ensemble pour toujours ». Pour toujours, le mot m'a fait mal. J'ai rouvert les yeux. Faites ce qu'il faut, maître, mais je veux être là quand vous les confronterez. Un mince sourire, pas de satisfaction, mais de respect, a passé sur son visage. Je n'en attendais pas moins de vous. Nous sommes remontés ensemble dans le service. Cette fois-ci, quand l'administratrice nous a vus approcher, elle n'a pas sorti son sourire commercial. Ses yeux se sont posés sur le dossier que tenait Adler, puis sur moi. Une angoisse brève, pure, a traversé son regard. « Madame Dubois, je suis l'avocat de Madame Dubois », l'a coupé Adler. « Et à partir de maintenant, vous ne lui adressez plus aucune demande de signature sans ma présence. » Elle a tenté de se reprendre. « Maître, nous faisons juste notre travail, nous. » « Votre travail consiste-t-il à falsifier des dossiers et à cacher des incidents graves aux familles, à raturer une allergie et à laisser administrer des médicaments contre-indiqués, à imiter des signatures ?» Elle a blêmi. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » « Vous verrez très bien quand le procureur de la République vous convoquera, je vous rassure, » a-t-il répliqué d'une voix d'un calme glaçant. En attendant, nous demandons l'accès immédiat au dossier complet de M. Dubois, version numérique et papier, ainsi que la suspension de toute décision prise sur la base du supposé consentement de son fils. Elle a jeté un coup d'œil autour comme pour chercher du renfort, mais aucun médecin ne s'est approché. Les soignants passaient, silencieux, sans intervenir. « Ce n'est pas si simple, a-t-elle commencé. « Si, l'a interrompu Adler, c'est extrêmement simple. Soit vous coopérez, soit je fais venir la police dans l'heure pour saisir vos serveurs. Je vous laisse le choix du décor, pas du scénario. » Pendant qu'elle balbutiait une promesse de « voir avec la direction », une infirmière déboulait au bout du couloir, essoufflée, les yeux agrandis par l'urgence. La petite brune. « Madame Dubois » a-t-elle appelé. Mon cœur a raté un battement. « C'est votre mari. Il vient de se réveiller. » Mon souffle s'est suspendu. Il a demandé, il a dit votre prénom. Et le docteur a ordonné une nouvelle sédation. La phrase a frappé le couloir comme une gifle collective. Même l'administratrice a vacillé. « Quoi ?» ai-je explosé. « Il a dit que c'était trop tôt, que la situation n'était pas stabilisée », a poursuivi l'infirmière à bout de nerfs. « Mais ce n'est pas vrai, il était lucide, il vous appelait. » Adler a planté ses yeux dans ceux de l'administratrice. Si une nouvelle goutte de sédatif est administrée à cet homme sans l'accord de mon cliente, vous ferez vos bagages pour Fleury-Mérogis plus vite que vous ne l'imaginez. Puis il a tourné les talons. « Montre-nous la chambre », a-t-il ordonné à l'infirmière. Nous avons traversé le couloir presque en courant. Devant la chambre de Jean, 2 soignants se faisaient face, visiblement en désaccord. À l'intérieur, j'apercevais le profil du docteur Morel, penché sur la perfusion. Je n'ai pas frappé, j'ai poussé la porte d'un coup. « Vous arrêtez tout de suite », ai-je lancé. Morel a sursauté, s'est retourné. « Madame Dubois, vous ne pouvez pas être ici. » « Si, parce que c'est mon mari et que vous venez de tenter de le replonger dans un sommeil dont vous ne savez pas s'il se réveillera. » Jean était là, les yeux à demi ouverts, flottant, comme un nageur qui aurait du mal à refaire surface. « Claire » a-t-il murmuré. «
une syllabe, lourde comme le monde. L'infirmière m'a rejoint à son chevet, a mis sa main sur le flacon de sédatif. « Docteur, la dose prévue est trop forte », a-t-elle dit fermement. « Ses constantes sont bonnes, il n'est pas agité. »« C'est moi le médecin ici », a répondu Morel, la voix tremblante malgré lui. « C'est moi qui décide. » Plus maintenant, a répliqué Adler qui venait d'entrer. Il a sorti la page 7 de son dossier, l'a brandi comme un mandat. Vous avez déjà décidé de lui administrer un médicament contre-indiqué en connaissance de cause. Vous avez signé un compte-rendu d'incident stipulant une mise en danger de la vie du patient. Et vous avez noté manuellement que cette page ne devait pas être communiquée à l'épouse. C'est bien votre écriture ? Morel a pâli comme un drap d'hôpital. Ce document est confidentiel, vous n'avez pas le droit de... Vous avez perdu le droit de cacher vos erreurs quand vous les avez commises, a cinglé Adler. Vous avez falsifié un dossier médical, docteur. Vous avez volontairement mis ce patient en danger. Vous croyez sérieusement que le secret professionnel vous protégera d'un juge pénal ? Jean clignait des yeux, essayant de comprendre. Je lui ai pris la main, la serrant si fort que je me suis sentie coupable de lui faire mal, alors que pendant des jours on lui avait fait 1000 fois pire. Claire, qu'est-ce qui se passe ? Ne parle pas, mon amour, ai-je murmuré. Repose-toi, on s'occupe du reste. Derrière Adler, sur le pas de la porte, Thomas venait d'apparaître, Camille sur les talons. Il devait avoir été prévenu par l'administratrice que quelque chose se tramait, car ils avaient tous deux une expression fermée, défensive. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» a tranché Camille. « On est dans un hôpital, pas dans un tribunal. »« Justement, » a répondu Adler sans même la regarder. « Et je suis en train d'empêcher que cet hôpital se transforme en salle d'exécution silencieuse. Monsieur votre mari a failli mourir à cause d'un cocktail de décisions prises par des gens qui avaient tout sauf ses intérêts à cœur. » « Mais enfin, vous exagérez totalement !» s'est exclamé Thomas. « On a fait ce qu'on a pu. Papa ne voulait pas d'acharnement. Il me l'a dit lui-même. » « Tu lui as dit ça, Jean ?» ai-je demandé doucement. Il a tourné la tête vers nous, les yeux encore brumeux, mais une lucidité nouvelle perçait déjà. J'ai dit que je ne voulais pas qu'on me prolonge artificiellement pendant des années, pas qu'on me tue pour arranger les finances de mon fils. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Thomas a reculé comme s'il avait reçu une gifle. « Papa, ce n'est pas ce que je... »« Tais-toi, Thomas, ai-je soufflé. Il s'est tu, pour une fois. Adler a sorti un autre document de sa mallette. « J'ai déjà pris contact avec le commissariat du 12e arrondissement. Ils envoient une patrouille pour constater les faits, récupérer une copie du dossier et entendre le personnel. Je vous conseille, docteur Morel, de ne plus toucher à cette perfusion. La prochaine fois que vous poserez la main sur ce patient, ce sera en présence d'un avocat, d'un policier et peut-être d'un magistrat. » Le silence qui a suivi a eu la densité d'un verdict. L'infirmière a doucement retiré le flacon de sédatif de la ligne de perfusion, le gardant dans sa main comme une pièce à conviction. Morel ne l'a pas empêché. Ses épaules s'étaient effondrées. On a entendu au loin le bruit caractéristique d'un talkie-walkie, puis des pas pressés. 2 policiers sont apparus à la porte, escortés par l'administratrice, livide. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé l'un d'eux. « Ce qui se passe, » a répondu Adler en tendant la page 7 dans une pochette transparente, « c'est une tentative de dissimulation d'un incident médical grave, peut-être plus. Et cette femme, il a désigné l'infirmière, est prête à témoigner. » Elle a hoché la tête. Je n'oublierai jamais la manière dont ses doigts tremblaient, ni la façon décidée dont elle les a serrés pour les faire taire. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Questions, recueil des premières déclarations, mise à l'écart du médecin, convocation de la direction de l'hôpital. Ils ont sorti Morel de la chambre, puis de l'étage, puis, un peu plus tard, de l'établissement menotté. L'administratrice, elle, a tenté de protester, de minimiser, de renvoyer la faute sur un malentendu de protocole. Les policiers lui ont demandé de les suivre aussi. Thomas et Camille, eux, ont été invités à s'asseoir plus loin pour un entretien informel. Je les voyais par la porte entr'ouverte. Thomas pleurait, la tête dans les mains, tandis que Camille parlait, comme si elle pouvait noyer la réalité sous un flot de mots. Je n'éprouvais ni satisfaction ni triomphe en les regardant, juste un immense vide. Mon fils, mon propre fils. J'ai tourné la tête vers Jean. Il respirait plus facilement. Sa main dans la mienne était moins froide. « On dirait qu'on a survécu à quelque chose », a-t-il murmuré. « Pas encore », ai-je répondu doucement, « mais on a arrêté l'hémorragie. C'est un début. » Les jours suivants ont été un long corridor de démarches, de signatures, cette fois-ci contrôlées, vérifiées, protégées, de rencontres avec des médecins qui avaient pris conscience que leur hôpital n'était plus impénétrable.
Adler a obtenu du juge des référés une ordonnance claire. Aucune décision médicale lourde ne pouvait être prise sans mon consentement éclairé. Le dossier de Jean devait être dupliqué et conservé sous scellé. Le nom de l'infirmière était protégé, son statut renforcé par le soutien du syndicat. Je me suis retrouvée, malgré moi, au centre d'une histoire qui dépassait de beaucoup mon petit appartement de l'avenue Jean Jaurès. Les regards avaient changé dans le service. Certains soignants m'évitaient, comme si j'étais en quelque sorte radioactive. D'autres, au contraire, me saluaient avec un respect nouveau, discret, comme quelqu'un qui aurait osé dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Jean, peu à peu, refaisait surface. Moins de médicaments, un suivi sérieux, revu par un autre médecin, prudent et précis. Les vertiges diminuaient, l'appétit revenait. Un matin, il a demandé un café, comme à la maison. J'ai pleuré en allant le chercher à la machine. Quant à Thomas, il a été entendu longuement, plusieurs fois. Son implication, d'après ce que m'a expliqué Adler, n'était ni simple ni complètement monstrueuse. Il avait signé des choses qu'il n'avait pas comprises sous la pression du médecin, séduit par l'idée de préparer l'avenir, comme le lui avait proposé le conseiller financier. Ses dettes, ses projets de mutation en province, tout cela le poussait dans une direction glissante. Il avait fermé les yeux sur ce qui l'arrangeait. Le parquet déciderait de la suite. Je n'ai pas demandé à savoir tous les détails. Il y a des choses qu'on ne peut qu'affronter par petites doses, sous peine de s'empoisonner soi-même. Un après-midi, quelques jours après l'arrestation de Morel, alors que Jean faisait une sieste légère, Thomas est venu à l'hôpital. Seul, sans Camille. Il s'est assis sur la chaise en plastique, de l'autre côté du lit, les mains jointes entre les genoux. « Maman », a-t-il commencé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence étirer sa toile entre nous. « Je suis désolé », a-t-il fini par lâcher. « Je ne savais pas, je ne voulais pas. »« Tu ne voulais pas quoi ?» ai-je demandé doucement. Il a cherché les mots. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je ne voulais pas qu'on se retrouve avec des années de soins lourds, de dépendance. Je ne voulais pas te voir t'épuiser comme avec mamie. Je me suis dit que les médecins savaient mieux, que signer ce qu'ils proposaient, c'était juste accompagner les choses. Je n'ai pas réalisé que... Il s'est interrompu. Ses épaules tremblaient. Que tu signais peut-être la fin de la vie de ton père pour arranger ta situation, ai-je terminé à sa place. Ses yeux ont lâché les miens. Des larmes ont roulé sur ses joues, lentes, épaisses. « Je ne mérite pas que tu me pardonnes », a-t-il murmuré. « Je ne sais pas si je le ferai », ai-je répondu honnêtement. « Pas maintenant, en tout cas. » Il a hoché la tête, acceptant cette phrase comme une peine provisoire. « Mais je sais une chose, Thomas. »« Quoi ?» ?»« Qu'une mère qui a failli perdre son mari à cause de son propre fils n'oublie jamais. Elle apprend à vivre avec. Ou pas, mais elle n'oublie pas. » Il a essuyé ses yeux du revers de la main. « J'ai parlé avec Maître Adler, a-t-il ajouté. Je coopère, je dis tout ce que je sais. Sur le conseiller, sur les rendez-vous avec le docteur, sur les propositions qui nous ont été faites. C'est la moindre des choses, ai-je dit. Il a pris une longue inspiration. « Est-ce que je peux quand même voir papa ?» J'ai hésité, longuement. J'ai regardé Jean dormir, son visage enfin apaisé, ses traits moins tirés. Puis j'ai regardé mon fils, ce grand garçon perdu qui découvrait un visage de lui-même qu'il ne soupçonnait même pas. « Pas aujourd'hui, ai-je répondu. Il se repose. Et moi aussi, j'ai besoin de me reposer de toi. » Il a encaissé, s'est levé, a posé la main sur la barrière du lit, sans la franchir. « Je comprends, a-t-il murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti dans sa voix une vraie humilité. Trop tardive, trop douloureuse, mais réelle. Après son départ, je me suis rassis à côté de Jean. J'ai sorti de mon sac une photocopie plastifiée de la page 7. L'original était désormais entre les mains de la justice, mais j'avais insisté pour garder ce double, pas pour me venger. Pour me souvenir. Je l'ai regardé longtemps, les phrases imprimées, les initiales, la mention manuscrite, à ne pas communiquer à l'épouse. Ça m'a presque fait sourire, d'un sourire sans joie. Ils avaient cru pouvoir construire tout un scénario sans moi, entre médecins, administrateurs, conseillers financiers, signatures arrangées, héritiers pressés. Ils avaient oublié quelque chose de simple, presque banal, qu'une épouse, même fatiguée, même vieillissante, même qu'on croit naïve, sait encore lire, sait encore poser des questions, sait encore pousser des portes entr'ouvertes, sait encore s'allier avec les bonnes personnes, et surtout, sait encore tourner les pages.
toutes les pages, même celles qu'on avait tenté de déchirer, la numéro 7. Je l'ai rangée dans mon sac. Puis j'ai pris la main de Jean. « Tu sais, ai-je murmuré à son oreille, un jour peut-être on racontera cette histoire. Pas pour le scandale, pour les autres, pour ceux qu'on voudra faire taire. » Ses doigts ont resserré légèrement leur prise sur les miens. « Tu as toujours aimé lire les petites lignes » a-t-il chuchoté, la voix éraillée, mais pleine d'une affection intacte. « Ils auraient dû se souvenir que j'étais prof de français » ai-je répondu. « Les textes en petits caractères, ça me connaît. » Il a fermé les yeux, un sourire fatigué étirant sa bouche. Au dehors, quelqu'un fermait une fenêtre. Une sirène résonnait au loin. La ville continuait de vivre dans son indifférence monumentale. À l'intérieur de cette chambre, pourtant, quelque chose venait d'être remis à l'endroit. Ils avaient caché son dossier, falsifié son histoire, tenté de réécrire sa fin. Mais ils avaient sous-estimé la lectrice, une simple femme qui, un jour, avait décidé de vérifier ce qu'il y avait écrit sur une page, la numéro 7.